Si une partie peut souhaiter unilatéralement se délier d'un traité, elle peut également chercher à convenir avec d'autres parties d'une solution temporaire ou définitive différente à celle qui avait été prévue dans le traité. C'est la problématique des mutations convenues entre les parties. Paragraphe 2, les mutations convenues. Les parties peuvent en effet, toutes ou certaines d'entre elles, s'accorder sur une suspension du traité ou sur son amendement. Le problème de l'amendement du traité est à la frontière avec une difficulté plus générale et importante, qui est celle des relations entre les accords successifs. Un mot d'abord grand A sur la suspension des traités. Grand A, la suspension des traités. La Convention de Vienne distingue la situation des accords bilatéraux d'un côté et des accords plurilatéraux restreints d'un côté, de la situation des accords multilatéraux de l'autre. Pour les accords bilatéraux et pour les accords plurilatéraux restreints, c'est-à-dire les accords pour lesquels la considération des co-contractants est déterminante, pour lesquels l'intuitu personae est très fort. Pour ces accords-là, restreints ou bilatéraux, on considère que la suspension est impossible à moins que soit elle se fonde sur une disposition expresse du traité, soit elle résulte de l'accord de tous, de toutes les parties. Pour les accords multilatéraux, les accords ouverts, notamment les accords des Nations Unies, conclus dans le cadre des Nations Unies, l'article 58 de la Convention de Vienne prévoit une solution plus souple, puisqu'elle permet à un État de notifier aux autres États sa volonté de suspendre le traité et permet de négocier cette suspension avec seulement certaines parties. Si le traité a prévu la suspension, alors il suffit de respecter les conditions pour obtenir le droit de suspendre le traité. Mais dans les autres hypothèses, l'hypothèse du silence notamment, si le traité n'a pas exclu non plus la suspension, dans les autres hypothèses, ce système de notification unilatérale permet de convenir d'une suspension partielle entre certains États, les États qui l'acceptent, avec deux conditions cumulatives, naturellement. D'abord, que la suspension consentie entre certains États ne doit pas affecter les droits de ceux qui ne l'ont pas acceptée, et d'autre part, il ne faut pas que cette suspension porte atteinte à la réalisation de l'objet ou du but du traité, car dans ce cas, à nouveau, les autres seraient affectés. À côté de la suspension, il y a la possibilité, grand B, d'amender le traité. Et grand B, l'amendement. L'amendement peut être opéré par les procédures spéciales que prévoient fréquemment les traités. La Convention de Vienne, elle, comporte quelques orientations supplétives. D'abord, pour les traités bilatéraux et pour les traités plurilatéraux restreints, un fort de considération de l'intuitus personae. Pour eux, l'amendement ne peut être envisagé sans l'accord de toutes les parties. Il faut l'accord de tous, c'est l'article 9 de la Convention de Vienne. Pour les accords multilatéraux ouverts, en revanche, les accords, notamment les accords à vocation universelle, l'amendement peut être conçu uniquement entre un cercle de parties, seulement une partie des participants l'accepte. Alors, l'amendement entrera en vigueur entre seulement ces nouveaux États qui l'ont accepté, et en cas de nouvelle participation, de participation au traité postérieur à l'amendement, le traité entrera en vigueur dans sa version amendée
vis-à-vis des États qui ont conclu la convention d'amendement et la version d'origine vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas conclu, le traité d'amendement. Ici encore, l'accord d'amendement ne saurait affecter les droits des États qui n'ont pas participé à l'accord d'amendement, donc qui ne l'ont pas ratifié, l'accord d'amendement, ni, bien évidemment, car le résultat serait le même, compromettre la réalisation de l'objet ou du but du traité. Le traité d'amendement, même si les difficultés peuvent être anticipées par la convention d'origine qui peut organiser une procédure d'amendement pour éviter les difficultés, mais le traité d'amendement, en définitive, confronte à un problème important du droit international et à portée plus générale, c'est l'hypothèse de deux traités successifs, la convention d'origine et la convention d'amendement par exemple, deux traités successifs qui ne lieraient pas les mêmes parties et ne comporteraient pas les mêmes dispositions. C'est le dernier aspect des mutations convenues, grand C, les traités successifs. Les traités successifs sont fréquents, c'est une hypothèse fréquente, on conclut dans les mêmes matières ou dans des matières qui ont des points d'application communes, des conventions différentes dans le temps, et donc des questions relatives à leur articulation se posent fréquemment. Tant que les mêmes parties sont concernées, tant qu'on considère les relations entre deux États qui sont partis à un premier traité, puis à un traité successif, théoriquement, juridiquement, formellement, la question est réglée par deux grands principes qui ne sont pas propres au droit international. Le premier principe est que ce qu'on a fait, on peut le défaire. Donc, l'ex postérieur dérogat legi priori, la loi postérieure déroge à la loi antérieure. Et d'autre part, face à une loi générale, on peut convenir, on peut mettre en place des régimes spéciaux, specialia generalibus derogant. La loi spéciale déroge à la loi générale. En réalité, l'application de ces deux principes ne va pas nécessairement dans le même temps, dans le même sens, car une loi générale peut être postérieure à une réglementation spéciale. Et du coup, les difficultés d'interprétation ne sont pas toutes réglées. Mais on est là, au fond, dans un domaine familier de la technique juridique, celui de l'interprétation des volontés, de volontés qui se suivent. Le droit international soulève, à côté de ce problème général et connu, soulève un problème propre, un problème spécifique, qui peut exister en droit interne, mais qui soulève des difficultés plus grandes et plus complexes en droit international. C'est l'hypothèse de traités distincts, successifs, qui ne lient pas les mêmes parties. Et donc, on ne peut pas s'abriter derrière les deux principes qu'on a vus, le spécial déroge au général, le postérieur à l'intérieur, pour régler la question. Car si les mêmes parties ne sont pas liées par les mêmes traités, celle qui n'a pas accepté le traité postérieur, par exemple, considère que celui-ci, le traité postérieur, est pour elle res inter alios acta. Elle est tiers, elle n'est pas affectée par la loi postérieure. Et donc elle ne peut pas déroger à une loi antérieure. Se pose alors la question difficile des traités postérieurs dans une même matière ou sur un même objet, même partiellement, traités successifs ne liant pas les mêmes parties et comportant des obligations contradictoires. Que se passe-t-il lorsqu'un État accepte des obligations contradictoires vis-à-vis de parties différentes dans des instruments distincts? En droit international, il n'y a pas de solution normative pour ce problème. Si les parties ne sont pas les mêmes, alors l'État prend le risque, en respectant le traité vis-à-vis de l'une, prend le risque d'engager sa responsabilité vis-à-vis de l'autre. Un exemple
célèbre est celui de certains accords d'extradition. Par exemple, les accords d'extradition conclus par les États européens avec les États-Unis d'Amérique, qui obligent les États européens à extrader la personne vers les États-Unis d'Amérique, alors que, en même temps, la Convention européenne des droits de l'homme les oblige à ne pas extrader la personne. On connaît le très célèbre arrêt Söring de 1989 de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le Royaume-Uni n'avait pas le droit d'extrader une personne, M. Söring, vers les États-Unis d'Amérique, alors même que le Royaume-Uni avait contracté cette obligation vis-à-vis des États-Unis dans la Convention d'extradition avec les États-Unis d'Amérique. La question qui était en cause était la question de la peine de mort, même si dans l'arrêt Söring, c'était sous l'angle des traitements de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais la question, c'est la question de l'extradition vers un État, les États-Unis, où existe la peine de mort. Pour concilier en pratique autant que possible les obligations contradictoires, le système, ces obligations contradictoires dans le domaine de l'extradition, le système qui a été mis en place est par exemple, et notamment, le système qui a été consacré par le Conseil d'État en 1993 de l'affaire Aylor. Dans cette affaire, le Conseil d'État considère qu'on peut extrader quelqu'un qui risque la peine de mort aux États-Unis vers les États-Unis si on a obtenu préalablement l'assurance que la peine de mort ne serait pas requise contre cette personne. Cela permet de concilier les deux accords contradictoires, et donc d'éviter en pratique la contradiction. Mais cela montre qu'en réalité, du point de vue du droit international, il n'y a pas de solution. L'État doit extrader vis-à-vis des États-Unis, et ne doit pas extrader vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle les États-Unis sont tiers. Donc, la question des obligations contradictoires est une question dont on peut réduire la portée par des solutions pratiques, mais qu'on ne peut pas régler du point de vue du droit international. On ne peut pas régler autrement qu'en engageant sa responsabilité. On connaît également la même problématique dans le domaine du droit international économique. Une décision du groupe spécial rendue le 31 mai 1999 de l'affaire Turquie, restriction à l'importation de produits textiles et de vêtements, illustre cette difficulté. Voilà la Turquie qui est confrontée à deux obligations contradictoires. Une obligation contenue dans l'accord d'association avec l'Union européenne qui l'oblige à accorder un traitement préférentiel aux textiles européens, et d'autre part l'accord OMC, avec notamment l'Inde, qui exclut ce traitement préférentiel au profit de l'Union européenne. Or, l'Inde n'a pas accepté l'accord d'association entre l'Union européenne et la Turquie. Donc, l'Inde peut dire, vous devez respecter l'accord de l'OMC vis-à-vis de moi, même si vous avez promis un traitement préférentiel à l'Union européenne. Et dans cette affaire, le groupe spécial a effectivement condamné, considéré que l'Inde avait raison et condamné la Turquie, en considérant qu'il fallait respecter le droit de l'OMC vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis des tiers à l'accord d'association avec l'Union européenne. On retrouve également ce problème dans les rapports entre la Convention européenne des droits de l'homme et le droit de l'Union européenne. Les États ne peuvent pas s'abriter derrière le droit de l'Union européenne pour justifier une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en 1999, Matthews contre Royaume-Uni. Ce n'est pas parce qu'on est membre des communautés européennes puis de l'Union qu'on peut violer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors il est vrai que depuis notamment 2005, l'arrêt Bosphorus, la Cour européenne des droits de l'homme accepte de considérer qu'il y a une présomption de protection équivalente dans l'Union européenne et dans la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait que normalement,
s'il s'agit de l'exécution d'une mesure prise au sein de l'Union européenne, on devrait considérer, on serait présumé avoir respecté la Convention européenne des droits de l'homme, mais là encore, ce n'est qu'une présomption, il faut voir les faits. Si dans les faits, l'exécution du droit de l'Union européenne conduit à une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, on doit le réparer. Cette question des engagements contradictoires, question sans solution du point de vue du droit international, apparaît parfois devant le juge national. On connaît l'arrêt du Conseil d'État rendu en 2011 dans l'affaire Candirine de Brito-Paiva, affaire dans laquelle le Conseil d'État a considéré, sous un angle peut-être un peu théorique d'ailleurs, ce qui est un problème pratique, celui des engagements contradictoires, et a considéré qu'il fallait autant que possible interpréter les accords de façon à éviter la contradiction, c'est-à-dire de façon à éviter le problème. Et lorsque le problème se pose, il a considéré que dans cette hypothèse, il fallait que le juge administratif respecte en quelque sorte le choix de l'administration. Donc il fallait vérifier sous l'égide de quel traité s'est placée l'administration pour vérifier sa compatibilité. Évidemment, cette solution ne règle pas tous les problèmes pratiques. Évidemment, les contradictions persistent, et évidemment, elles ne peuvent pas être réglées de cette façon-là, car il n'y a pas de solution en droit international. Si l'obligation est véritablement contradictoire, on engage, et que les mêmes parties ne sont pas liées, on engage la responsabilité vis-à-vis de l'une d'entre elles, et on voit très bien d'ailleurs que dans le domaine de l'extradition, le Conseil d'État n'applique pas cette solution théorique et générale, il continue d'essayer de respecter cumulativement les deux, et même lorsque, d'ailleurs, l'administration émet un décret, adopte un décret d'extradition, donc un acte administratif fondé sur le traité d'extradition, on continue évidemment de s'assurer que la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, est effectivement respectée, ce qui montre que cette solution ne peut pas régler les difficultés sous l'angle du droit international, et hélas, ne peut pas les régler davantage complètement sous l'angle du droit administratif français. C'est une question pour le droit international d'exécution, une question en fond de droit des obligations. Si on a accepté des engagements contradictoires vis-à-vis de deux États différents, en respectant l'un, on engage sa responsabilité vis-à-vis de l'autre.